Bonjour à toutes et à tous, il est 9h30 et bienvenue à ce webinaire qui a pour thème la présentation du plaidoyer 2023 du collectif Je t'aide sur l'articulation des temps de vie des aidants. Donc, je suis Morgane Hiron, déléguée générale. Le programme de ce matin, avant de commencer, donc c'est un webinaire enregistré qui sera disponible sur la chaîne YouTube du collectif Je t'aide. Vous pouvez écrire vos questions et vos remarques dans la partie qui s'appelle Q&A, réponses et questions ou dans le chat et on y pourra y répondre tout au long de ce webinaire. Au programme, donc en introduction, Corinne Benzekri, présidente du collectif Je t'aide, qui donnera le cadre à ce webinaire. Puis, je présenterai le plaidoyer 2023, à la fois son contenu et sa méthode. Et puis, j'aurai le plaisir voilà, de laisser la parole à 4 intervenantes, 4 expertes sur le sujet autour d'une table ronde. Donc, Sophie Odena, Pauline Justin, Laurence Breton-Cueny et Véronique Minck. Et puis, il y aura un temps d'échange entre 10h40 et 11h pour pouvoir échanger avec la salle sur l'ensemble de ces enjeux. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous rejoindre et je laisse donc la parole à Corinne Benzekri, présidente du collectif Je t'aide. Et ton micro, oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être tous mobilisés aujourd'hui dans ce webinaire qui aura pour objectif de vous présenter notre nouveau plaidoyer, celui du collectif Je t'aide, donc le 6e plaidoyer que le collectif Je t'aide a pu concevoir. Mais il ne l'a pas conçu seul parce que comme on pourra vous l'expliquer lors de ce webinaire, c'est un travail collectif, collaboratif qui a permis effectivement de concevoir une réflexion, une analyse de données, notamment la consultation nationale qui a été lancée auprès des aidants. Mais également, nous avons sollicité des experts, que ce soit des experts, des aidants eux-mêmes, qui ont pu donner leur avis sur cette nouvelle réflexion que nous vous proposons cette année, notamment autour de l'articulation des temps de vie des aidants, ainsi que des professionnels qui sont experts dans leur domaine, tout particulièrement que ce soit pour les jeunes aidants, que ce soit au niveau RH sur les droits des aidants en entreprise, que ce soit une approche voilà, sociologique ou plutôt psychologique. Quoi qu'il en soit, nous remercions toutes ces 4 personnes qui sont présentes aujourd'hui, ainsi que l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour la construction et la conception de ce plaidoyer, parce que ça a été un travail formidable et j'en profite aussi pour remercier l'équipe opérationnelle qui a fait un travail extraordinaire comme chaque année et nous les félicitons pour leur engagement au quotidien et nous félicitons et remercions les personnes présentes aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, lors de ces webinaires, nous allons vous présenter effectivement la méthode de conception de ce plaidoyer. Nous allons donner la parole à ces expertes, soit des aidantes qui ont une longue expérience dans le domaine de l'accompagnement d'une personne âgée, effectivement en situation de dépendance, et nous confronterons effectivement les points de vue entre les expertes, les différentes expertes qui sont aujourd'hui présentes avec nous. Nous vous encourageons tous à transmettre le plaidoyer une fois qu'il sera diffusé. Il est très important pour nous que ce plaidoyer soit diffusé au grand public, ainsi qu'à des experts de votre entourage, dans votre réseau. N'hésitez pas. Bien sûr, il sera diffusé sur les réseaux sociaux également. Mais comme nous l'avons fait dans le plaidoyer précédent, nous l'avons aussi envoyé à certains ministères, à des députés, en tout cas des personnalités politiques, pour les sensibiliser aux problématiques que nous voyons, auxquelles sont confrontés les aidants au quotidien. Et nous espérons effectivement pouvoir compter sur vous en tant qu'ambassadeur voilà, pour le collectif, pour diffuser ce plaidoyer le plus possible, voilà, pour faire participer l'ensemble de la population à cette réflexion autour de l'aidance qui nous concernera certainement tous un jour, si ça n'est pas encore le cas. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon webinaire à tous et une très belle journée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Corinne, et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, avant de parler de ce plaidoyer, un petit rappel pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas sur le collectif Je t'aide. Donc, le collectif Je t'aide, c'est une association qui est composée à la fois de structures adhérentes, mais aussi d'adhérents personnes physiques que sont les aidants, les anciens aidants, les professionnels et toute personne qui souhaite rejoindre cette grande cause. Donc, parmi les structures adhérentes, vous voyez les logos à l'écran, que ce soit des associations, des fondations, des services d'aide à domicile, des groupes de protection sociale qui ont pour thème soit les aidants, soit des pathologies en particulier. Et puis, dans les aidants, nous avons depuis quelques mois 2 aidantes qui siègent au conseil d'administration du collectif Je t'aide. Dans nos objectifs principaux, vous les voyez à l'écran, donc améliorer déjà les droits des aidants, et c'est dans ce cadre-là que nous produisons un plaidoyer annuel. Rendre visibles les aidants à travers des campagnes de communication grand public, et puis transformer la société à travers des actions de sensibilisation, l'action autour de la Journée nationale des aidants, et puis notre appel à projet qui est le prix Initiative Aidant. Nous tenons à remercier notre partenaire sur la question du plaidoyer, qui est Malakoff Humanis, qui nous soutient sur ce plaidoyer, et notamment aussi à travers la journée que nous avons fait à destination des aidants pour construire ce plaidoyer. J'y reviendrai dans la méthode à l'instant. Donc, sur cette partie, je présenterai jusqu'à 10 heures ce plaidoyer 2023, donc à la fois le contexte dans lequel il s'inscrit, pourquoi nous avons choisi cette thématique, comment nous l'avons construit avec cette méthodologie participative, décrire un peu les 3 temps de vie que nous avons étudiés, donc les jeunes aidants, les aidants et la question de l'emploi, et les aidants et la retraite. Quelques mots sur nos propositions, et puis, comme l'a dit Corinne, quel travail de diffusion nous en faisons. Concernant le contexte, quelques mots. Effectivement, en 2022 avait lieu la fin de la stratégie Agir pour les aidants 2020-2022. Et en 2023, donc la rentrée 2023, aura lieu la sortie d'une nouvelle stratégie à destination des aidants. On a vu voilà, dans l'élément d'introduction du plaidoyer que vous pourrez lire, effectivement, que d'autres politiques publiques ont impacté les aidants durant ces dernières années. Mais en ce qui concerne la stratégie, voici les dates clés. Pourquoi nous avons choisi cette thématique de l'articulation des temps de vie? Donc, peut-être un retour sur comment nous travaillons. Donc, les plaidoyers du collectif Je t'aide, ce sont des plaidoyers annuels et thématiques. Et vous voyez à l'écran les différents thèmes que nous avons déjà traités, avec en 2018 la question de la santé des aidants. En 2022, donc plusieurs thèmes, donc la santé, la précarité, le répit, l'isolement social. En 2022, nous avions fait le choix d'un plaidoyer assez large, passant les 11 millions d'aidants, avec 5 chapitres. Et puis cette année, le choix de l'articulation des temps de vie des aidants. Donc pourquoi cette thématique? C'est finalement l'observation que le cumul des plusieurs rôles, qu'importe son âge, pousse les aidants à accomplir 2, voire 3, 4 journées en une. Et que cette difficile articulation des différents temps de vie, ces différentes casquettes que les aidants doivent endosser, sont un des dénominateurs communs à l'ensemble des aidants, tout comme les questions d'isolement touchent tous les aidants, les questions de répit, les questions de santé. On a voulu, encore une fois, travailler un thème qui est transversal à tous les temps de la vie, à tous les aidants. Et ce qu'on a voulu montrer dans ce plaidoyer, c'est que malgré le fait que l'articulation, la difficile articulation des temps de vie est un dénominateur commun, on voit cependant que les impacts sont très différents selon l'âge, selon le genre, selon la catégorie socio-professionnelle, selon le lieu de vie, selon le nombre et le type de personnes aidées. Et l'enjeu de ce plaidoyer, c'est de montrer un peu quelles sont les différentes nuances, quelles sont les différentes tendances, quelles sont les différentes priorités qu'il faudrait cibler selon les différents types d'aidance. Ce plaidoyer 2023, nous avons donc décidé de le découper en 3 temps de vie. On a sélectionné 3 temps de la vie: être jeune et être aidant, la vie professionnelle des aidants, donc au sens très large, et les aidants et la période de la retraite. On aurait pu évidemment prendre plus de thèmes, plus de temps de vie, mais on a fait le choix de se concentrer sur 3 temps de vie, avec toujours une pensée, ou en tout cas un enjeu transversal, qui est la question du genre, qu'on a souhaité traiter dans tous les chapitres de façon transversale, vous le verrez. Et puis avec des focus qui nous semblaient intéressants de mettre en lumière, notamment sur cette question d'articulation des temps de vie, plus difficile notamment pour les familles monoparentales, à 80% dont à la tête sont des femmes, et les métiers du care, là où la question, voilà, d'articulation des temps de vie devient également complexe.
Pour ce qui est de la méthodologie, le collectif Je t'aide chaque année travaille de façon participative et collaborative avec un certain nombre d'acteurs, comme l'a pu dire Corinne Benzekri en introduction. Tout d'abord, les membres du collectif Je t'aide, les membres adhérents, ont pu faire le choix de participer à un groupe de travail dédié à cette question. Les aidants ont pu participer à une consultation nationale qui a eu lieu de février à mars et plus de 800 aidants ont participé à cette consultation. Nous avons également organisé une journée dédiée en mai à destination des aidants qui souhaitaient participer au plaidoyer. Et puis, les experts ont contribué à travers des auditions que nous avons menées, des contributions qu'ils ont pu nous envoyer et puis enfin différentes relectures pour avoir une vue d'ensemble et une expertise sur ces différents sujets. Donc, vous voyez à l'écran s'afficher finalement la chronologie de ces différentes contributions avec encore une fois la consultation nationale, plus de 800 témoignages d'aidants, la rédaction, l'événement à destination des aidants en mai. Aujourd'hui, donc la présentation et on y viendra comment le plaidoyer sera diffusé. Un zoom sur cette journée qu'on a intitulée Un moment entre aidants, qui a eu lieu en mai. Donc, effectivement, une trentaine d'aidants étaient présents. Vous le voyez à l'écran, différents types voilà, d'aidants, différents âges, qui ont pu travailler sur 3 ateliers de travail dédiés à la thématique. Et vous le verrez dans le plaidoyer, les propositions et les constats qui ont été portés par ces aidants, soit pendant la consultation nationale, soit pendant les ateliers de travail, seront notifiés avec un icône spécifique dans le plaidoyer. Pour venir sur le contenu du plaidoyer, donc on l'a dit, 3 temps de la vie ont été sélectionnés et je vais revenir sur un peu les constats faits sur ces 3 temps de la vie. Donc le premier concerne les jeunes aidants et les jeunes aidants adultes. Donc sur la question des jeunes aidants, déjà commencer par les questions de définition, à la fois de différencier les jeunes aidants et les jeunes adultes aidants. Donc, les jeunes aidants, ce sont les enfants et les adolescents de moins de 18 ans qui apportent une aide significative et régulière à un membre de leur famille ou de leur foyer. Et donc, ces proches ont besoin d'aide en raison d'une maladie physique, mentale ou d'un handicap. Les jeunes adultes aidants, quant à eux, ont entre 18 et 25 ans. Et vous le voyez à l'écran, même si cette population est sous-estimée, et Pauline Justin pourra y revenir dans la table ronde juste après, on estime à environ 500 000 le nombre de jeunes aidants de moins de 18 ans. Ce qui a été assez fort dans ce plaidoyer, c'est de montrer que voilà, l'aidance intervient chez les jeunes à un moment crucial de leur vie, puisque c'est un moment de construction de leur identité qui va rendre finalement plus difficile certains aspects de leur vie, contrairement à des aidants adultes qui ont déjà construit leur vie. On observe que c'est des jeunes qui gèrent davantage de responsabilités que les autres jeunes de leur âge et qui développent donc une maturité plus importante. Lors de la consultation nationale, 63% d'entre eux disent se sentir en décalage avec les personnes de leur âge et donc on voit effectivement une population qui doit à la fois combiner une vie d'étudiant, une vie de collégien, une vie de lycéen et en même temps qui doit gérer beaucoup de responsabilités à la maison et on voit que ça a donc des impacts sur à la fois les études. Donc, on observe, et Pauline Justin pourra y revenir, que les résultats scolaires sont plutôt équivalents à ceux des autres jeunes, mais que leur perception est moins bonne. Les jeunes aidants ont l'impression de moins bien réussir. Et puis, on voit aussi des différences d'impact selon que le moment, selon que l'aidance intervient très jeune ou que l'aidance intervient en cours d'études. Concernant l'orientation, donc 2 chiffres sur des résultats de la consultation nationale, on voit qu'effectivement, aider impacte les choix d'orientation. Donc 34% des jeunes aidants ou d'anciens jeunes aidants disent avoir fait leur choix d'orientation en fonction de leur situation. Et donc souvent, par exemple, des choix d'études plus courtes. Et puis 27% des jeunes aidants disent avoir choisi un lieu d'études proche géographiquement de leur famille. Donc, on voit que ça a un impact sur les études, sur les orientations. Et pour autant, des dispositifs sont encore très rares. On voit qu'il existe de plus en plus des actions d'information et de soutien des jeunes aidants et jeunes aidants adultes, menées notamment par les associations, qu'il existe une sensibilisation des professionnels de l'éducation nationale qui est en cours dans 4 départements auprès de 330 professionnels sensibilisés, mais on voit qu'effectivement, ces dispositifs ont du mal à toucher un ensemble des jeunes aidants qui sont encore très peu repérés finalement et très peu accompagnés.
Le deuxième temps de vie que ce plaidoyer a travaillé, c'est la question de l'aidance et la vie professionnelle au sens large. Quelques chiffres pour commencer. Donc 70 des aidants sont actifs, ce qui considère est finalement une grosse part des aidants. Et la projection que beaucoup on est à citer, en 2030, un actif sur 4 sera aidant, ce qui en fait un véritable enjeu RH, un enjeu de performance aussi pour les employeurs et un sujet qui nous concerne évidemment toutes et tous. Et le chiffre effectivement, qui interpelle, c'est la question de l'articulation, de la conciliation des temps de vie, puisque presque la moitié des aidants déclarent avoir des difficultés à concilier leur mission d'aidant avec leur emploi. Si on rentre un peu plus dans le détail, ce que le plaidoyer montre, c'est que les aidants qui sont en emploi, déjà, effectivement, on a fait toute une partie sur les aidants privés d'emploi qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent plus travailler ou qui ne peuvent pas occuper le poste qu'ils souhaitent parce qu'ils sont obligés d'être à temps partiel, parce qu'ils ont des contraintes horaires très difficiles. Pour ceux, en tout cas, qui sont en emploi, un besoin de flexibilité qui aujourd'hui n'est pas adressé dans le contexte existant, puisqu'il existe certes des congés spécifiques à destination des aidants. On en cite trois, hein, le congé de proche aidant, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale. Mais ce sont des congés qui ne s'adressent pas à tous les aidants, qui sont très difficiles d'accès, parfois longs à activer, et qui ne s'adaptent pas à un besoin urgent de la part des aidants, et encore une fois, qui sont souvent dédiés à une personne aidée, alors que 39% des aidants s'occupent de deux proches ou plus. On voit donc que les aidants en emploi adoptent des stratégies d'adaptation qui est soit effectivement de le dire à son employeur en ayant peut-être peur du regard qui pourra être porté sur eux, ou faire le choix de ne pas dire et de compenser aussi un certain nombre voilà, de temps qui manque avec des phénomènes d'épuisement des aidants qui cherchent à articuler leurs différents temps de vie sans être accompagnés par leur employeur. Et donc, 60% des aidants estiment utile de mettre en place un aménagement du temps de travail pour faciliter leur rôle d'aidant, sauf que ces dispositifs ne sont pas voilà, pris en charge par l'ensemble des employeurs. Ce qu'on a vu, du coup, c'est que les inégalités se creusent entre les catégories socioprofessionnelles, entre les femmes et les hommes notamment. Pour la catégorie socioprofessionnelle, on a notamment mis l'accent sur les dispositifs qui peuvent exister aujourd'hui, comme le télétravail, qui ne sont pas voilà, possibles pour les postes dits postés. Effectivement, des stratégies d'adaptation qu'on peut voir, comme par exemple se réorienter, changer de métier, ne sont pas possibles pour toutes les catégories socioprofessionnelles. Et effectivement, des inégalités qui se creusent entre les femmes et les hommes qui sont déjà discriminés sur le marché de l'emploi, et où l'aidance va être un facteur de plus de discrimination. Notamment, on a fait un focus là-dessus sur les familles monoparentales qui sont à 80% gérées par les femmes, qui donc sont les seuls pourvoyeurs de revenus de leur foyer, et donc ont un enjeu à se maintenir en emploi avec des difficultés spécifiques. On a aussi fait un encart sur la question des compétences. Les aidants développent des compétences, sauf qu'ils ne sont toujours pas conscients et ne savent pas forcément toujours comment les valoriser, à la fois en poste et quand ils cherchent un nouvel emploi. Du côté des employeurs, ce qu'on a vu, c'est que c'est un enjeu d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs, et Laurence Breton-Cuny pourra en parler dans la table ronde juste après. Et c'est également un enjeu de performance et de bien-être, puisque s'occuper et accompagner les collaborateurs aidants et leurs équipes permet de réduire l'absentéisme, réduire le turnover. On a identifié plusieurs freins à l'action, hein, qui est tout d'abord une croyance que l'aidance relève de l'intime, de la sphère familiale, et que donc les employeurs n'ont pas à s'occuper de cette question. Parfois, c'est aussi une méconnaissance du sujet, ou sans forcément une méconnaissance du sujet, mais plus une méconnaissance de la posture à adopter, des solutions qui existent, et la difficulté à articuler ce sujet avec d'autres sujets existants et traités par l'entreprise, notamment les questions d'inclusion, de qualité de vie au travail, d'égalité femmes-hommes. Et puis un manque d'outils qui, voilà, même s'ils existent aujourd'hui, peinent encore à toucher l'ensemble des structures employeuses.
On a essayé aussi dans ce plaidoyer de faire un peu un rapide état des lieux des solutions mises en œuvre. Donc, on l'a dit à la fois au niveau légal, des congés qui se sont mis en œuvre, même s'ils restent très restrictifs, des dispositifs de flexibilité du temps de travail, un aménagement temps de travail, des outils également d'information qui se diffusent dans les intranets des entreprises à travers des webinaires, à travers des fiches et des guides. L'obligation de négociation sur le thème des proches aidants qui a lieu au niveau des branches professionnelles et qui apparaissent soit dans des accords collectifs dédiés aux aidants, soit, et c'est plus souvent le cas, qui vont s'intégrer dans des accords collectifs existants sur d'autres sujets connexes relatifs à la qualité de vie et des conditions de travail. Donc voilà, des accords collectifs qui vont traiter du temps de travail, du télétravail, du handicap, de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et des conditions de travail. Et puis, on voit pour les entreprises et les employeurs les plus avancés sur la question, finalement, la formation des managers qui permet vraiment à ces personnes sur le terrain et vraiment au quotidien des aidants d'avoir des clés sur quelle posture adopter, à la fois pour accompagner les salariés aidants, mais aussi accompagner tout le collectif de travail qui est autour. Et Laurence Breton-Cuny pourra en dire deux mots sur effectivement la difficulté à accompagner l'ensemble du collectif de travail. Et puis la dernière partie que ce plaidoyer souhaitait mettre en avant, c'est la question de l'aidance et de la question de la retraite, donc qui est un gros temps de vie et qui un temps de vie qui s'allonge au fur et à mesure des années. Donc 23 des aidants sont retraités et dans les aidants de plus de 75 ans, ils sont quasiment 60 à s'occuper seuls de leur aidé. Donc effectivement, les cas notamment de conjoints qui vont s'occuper de leur conjointe atteinte d'une pathologie ou en perte d'autonomie. Donc sur la question de la retraite, deux aspects ont été travaillés. Donc à la fois la question de la pension qui est touchée au moment de la retraite, donc la question de l'argent, la question de la précarité financière. Et puis la question de la retraite, c'est aussi une période de la vie en termes de temps et on a voulu analyser ces deux aspects. Sur la partie, de la précarité, sur la partie, enfin la retraite telle que pensée, comme une pension, on voit que, finalement, l'aidance, et la vie professionnelle des aidants va avoir un impact sur la carrière. On l'a dit, juste avant, beaucoup d'aidants sont contraints, de réduire leur temps de travail, de passer à mi-temps, voire même complètement d'arrêter de travailler, notamment c'est le cas, des femmes. Donc cela entraîne des carrières hachées avec des cotisations qui ne sont pas, pleines et qui vont entraîner des cotisations encore plus faibles, que la moyenne. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, ce qu'on a voulu mettre en lumière, c'est finalement que les danses forcent parfois, poussent les aidants à avoir des départs anticipés à la retraite. Et notamment, une étude du Crédoc en 2020 montre qu'un tiers des aidants a dû anticiper son départ à la retraite pour s'occuper d'un proche. Et cela va donc avoir un impact sur le montant des cotisations. L'impact, c'est également, on l'a vu, sur le temps, de cette période de vie, le temps de la retraite qui est, dans l'imaginaire, collectif, un temps de repos, un temps de loisir, un temps pour s'occuper d'autres membres de sa famille, comme par exemple, les petits-enfants. Et on voit que finalement les aidants, à la retraite, ont du coup moins de temps disponible pour eux, pour leur famille, pour leurs loisirs, ce qui va du coup, accroître, leur isolement social, puisque moins de temps pour participer à la vie de la cité au sens large et va avoir aussi, un impact sur leur santé, qui, du coup, voilà, a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de problèmes de santé à cet âge-là et qui va donc conduire les aidants à repousser un certain nombre de soins ou pas forcément prendre conscience, qu'eux aussi ont besoin d'attention et donc, des impacts aussi sur la santé des aidants plus forts à cette période de la vie. Pour passer, au moment, à la partie de nos propositions, donc ce plaidoyer, vous l'avez vu, traite de différents, thèmes, donc ça a été difficile d'avoir, un nombre de propositions resserré. On a fait le choix du coup d'en faire 20 propositions, à la fois 8 propositions qui sont transversales à tous ces temps de la vie, 3 propositions sur les jeunes aidants, 7 propositions sur les danses et l'emploi et 2 propositions, sur la retraite des aidants. Donc je vais vous présenter, 5 propositions qu'on a choisi de mettre en avant, dans les différents supports de communication. Donc, à la fois, voilà, 2 propositions qui sont très, générales et transverses à tous les temps de la vie. On a vu l'importance, de former et de sensibiliser l'ensemble des professionnels qui sont au contact des aidants. À la fois les former à mieux les repérer, mais aussi à les orienter vers les solutions, existantes. Et donc effectivement, la liste est assez longue, mais les professionnels qui œuvrent auprès des aidants, sont nombreux avec,
effectivement les professionnels de santé, les professionnels sociaux, médico-sociaux, ceux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et puis tous les acteurs du monde professionnel. Une deuxième proposition sur la question du répit, qui est vraiment transverse à tous les âges de la vie, de comment on rend effectif le droit au répit par le développement et la diversification des solutions de répit, qu'elles soient adaptées et de qualité pour que les aidants aient le choix dans leurs solutions de répit. La création et le soutien de plateformes de répit et d'accompagnement, aujourd'hui, il n'en existe pas dans tous les territoires et certains sont réservés à certains types d'aidés, soit côté handicap, soit perte d'autonomie, pour que ces plateformes puissent vraiment accompagner l'ensemble des aidants sur les territoires. Et puis enfin, le développement de moyens financiers pour limiter le reste à charge des aidants et des aidés, puisque encore beaucoup de solutions de répit ne sont pas accessibles financièrement aux aidants. Les 2 autres, donc la question, on a fait 3 propositions sur la question des jeunes aidants et donc on a voulu mettre en avant aussi, l'importance de développer, le soutien, l'information et le soutien, aux jeunes aidants, aux jeunes adultes, aidants, qui aujourd'hui, voilà, sont pas forcément, conscients, encore moins, que le reste de la population d'aidants, de leur rôle. Et puis, accompagner les aidants dans leur parcours professionnel à travers notamment un zoom sur la question des compétences, donc des bilans de compétences dédiés aux aidants, la valorisation des compétences développées durant les danses, transverses et spécifiques pour les accompagner dans tous leurs choix professionnels, que ce soit, à tous leurs moments de leur vie en termes de reconversion ou d'évolution professionnelle. Et puis d'accélérer l'ouverture de droits à la formation aux aidants qui ont dû réduire ou cesser leur activité professionnelle, et notamment le cas des femmes, pour limiter cette notion de carrière hachée. Et puis enfin, la 5e proposition principale porte sur la question de la retraite. Donc on voit effectivement qu'il existe aujourd'hui des trimestres supplémentaires pour la retraite, pour les aidants qui ont accompagné un proche, sauf qu'ils sont seulement pour certains types d'aidants, ils sont très peu nombreux, les aidants ne le connaissent pas assez. Et donc comment on élargit les conditions d'accès à ces trimestres supplémentaires de retraite à toutes les personnes aidantes, hein, quel que soit leur âge, la durée de l'aidance, de supprimer la condition qui existe actuellement de devoir interrompre son activité professionnelle sur 30 mois consécutifs, puisque des fois les aidants arrêtent de travailler, mais pas aussi longtemps. Et puis permettre la rétroactivité des droits à la retraite pour les aidants, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, et de comment faciliter l'accès à cette information. Et Véronique Minck pourra effectivement évoquer cette question de la complexité, de comprendre quels sont ces droits à la retraite, et de voir aussi que les trous de carrière ne sont pas compensés par des trimestres supplémentaires. Pour finir cette présentation de plaidoyer, une perspective sur l'avenir. Donc, ce plaidoyer sera diffusé dans les jours prochains sur tous nos réseaux sociaux et sites internet, et vous en serez évidemment destinataire. Et nous faisons du coup un gros travail de diffusion de ce plaidoyer. Donc, vous voyez à l'écran la diffusion du plaidoyer de l'année dernière auprès de François Braun, le ministre de la Santé. Donc, à travers à la fois donc une diffusion à travers ce webinaire, une diffusion auprès des médias, une diffusion et un envoi auprès des pouvoirs publics et des acteurs professionnels du secteur, qui donne lieu à beaucoup de rendez-vous institutionnels, et puis la présentation de ces constats dans plusieurs colloques et conférences. On va pouvoir maintenant passer à la partie table ronde et aux 4 expertes que vous voyez donc à l'écran. Donc à la fois Sophie Audenat, docteure en sociologie, qui aura une analyse transversale de tous ces temps de la vie. Pauline Justin, qui est docteure en psychologie et membre de l'équipe de recherche GED, spécialiste de la question des jeunes aidants et des jeunes aidants et adultes, qui pourra éclairer effectivement les constats donnés en introduction. Laurence Breton-Cuny, qui est DRH du groupe AFNOR et vice-présidente de la NDRH, qui, avec ses doubles casquettes, pourra effectivement commenter ce qui a été dit sur les danses, la vie professionnelle, quels sont les enjeux aussi du côté des employeurs. Et puis enfin, Véronique Minck, toute jeune retraitée et aidante, qui a participé à la journée de travail dédiée au plaidoyer et qui pourra rebondir sur les questions, effectivement, voilà, la retraite au terme de la précarité, en termes de temps disponible, quels sont les impacts. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Sophie Audenat, qui va pouvoir effectivement éclairer ces différents sujets d'une analyse transversale sur la question des aidants. Bonjour, merci de m'avoir sollicité pour cette participation. Oui, j'ai pris plein de notes pendant la présentation du plaidoyer, même si j'en avais pris connaissance avant, mais concernant cette analyse transversale, moi c'est vrai que je travaille essentiellement sur les questions des inégalités,
inégalité sociale et inégalité sexuée, donc inégalité femmes-hommes concernant ce qui touche les aidants, les proches aidants. Et c'est un point vraiment qui traverse de toute façon toute la vie, mais en particulier la problématique de l'aidance. Le fait qu'on parle souvent des aidants d'un point de vue générique. Un aidant, c'est une personne qui apporte son soutien au quotidien, enfin, avec des définitions qui sont différentes. Mais derrière, il y a des réalités sociales et des réalités sexuées qui sont très différentes, parce que vous l'avez rappelé tout au long de la présentation de ce plaidoyer, hein. Il y a notamment essentiellement une surreprésentation féminine parmi les aidants. Surreprésentation féminine à tout âge, que ce soit chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes et jusqu'aux aidants retraités. En grande partie parce que la socialisation sexuée des filles et des garçons va inciter davantage les filles à prendre soin des personnes qui sont dépendantes, qui ont besoin d'aide, et puis des inégalités sexuées qui sont redoublées par des inégalités sociales, puisque effectivement tous les aidants n'ont pas la même situation socio-professionnelle, hein. Vous le disiez par rapport notamment aux personnes qui sont en activité. Le télétravail, c'est une des possibilités qui permet d'aménager au mieux, mais il y a de nombreux emplois où les aidants ne peuvent pas s'absenter de leur poste de travail, et donc la conciliation est beaucoup plus difficile, et ce sont souvent des emplois avec des bas niveaux de qualification. Des inégalités sociales aussi qui sont liées à la possibilité d'avoir recours à des aidants professionnels en complément, où certains n'ont absolument pas la possibilité d'avoir recours à des aidants professionnels parce qu'il y a un coût, mais aussi parce que dans la façon d'envisager son rôle d'aidant, on considère que c'est à l'aidant de se débrouiller, et notamment pour les femmes issues de milieux plutôt modestes et qui ont consacré leur vie à l'éducation de leurs enfants, qui se sont souvent arrêtées pour garder leurs enfants quand elles étaient jeunes. Ce sont souvent ces mêmes femmes qu'on va retrouver qui vont avoir des carrières discontinues parce qu'elles vont considérer que s'occuper de la personne qui a besoin d'aide, c'est leur rôle, et qu'elles n'ont pas à le déléguer à quelqu'un. C'est à elles de se débrouiller, c'est dans le prolongement de l'univers domestique. Donc effectivement, dans les propositions, moi, il y a un point qui me semble essentiel, c'est le point sur la formation de tous les acteurs qui interviennent autour de l'aidance, l'éducation nationale, l'université, les employeurs, le personnel social, médical, enfin tous les acteurs qui gravitent autour de la personne aidée et de l'aidant. Parce que c'est important de repérer la personne qui aide, qui parfois n'a pas envie ne veut pas être reconnue comme, en tout cas, ne veut pas être désignée uniquement en tant qu'aidant, et notamment certaines personnes qui, sur le lieu de travail, ont du mal à faire valoir leurs droits parce qu'elles ne veulent pas que sur leur lieu de travail, on les désigne uniquement comme des aidants, parce qu'elles considèrent que leur lieu de travail, c'est quelque part leur bouffée d'oxygène et qu'on les regarde autrement que uniquement dans ce rôle d'aidant. Donc, la nécessité que vraiment les acteurs autour de cette aide, de cet aidant, puissent reconnaître, donner des informations, proposer des aménagements. Voilà, c'est vraiment quelque chose, mais qui était très présent, hein, dans votre présentation, là, mais sur lesquels nous, on travaille, parce que dans les enquêtes, c'est vraiment ce qui ressort, c'est le manque d'informations, la difficulté à déclencher les aides, à y recourir par méconnaissance, et puis parfois parce qu'on a peur de mélanger ce qui relève de l'intime pour certains aidants et ce qui relève du professionnel ou du public. Voilà, donc... Merci beaucoup, Sophie, pour ces points
de complémentaires d'analyse et de constat. On pourra y revenir dans le temps d'échange pour croiser les différentes analyses. Je vais maintenant passer la parole à Pauline Justin. Donc, vous êtes docteur en psychologie, enseignante-chercheuse à l'Université de Lille, et puis vous êtes surtout membre de l'équipe de recherche GED sur les jeunes aidants. Donc, quel regard vous portez aujourd'hui sur voilà, les jeunes aidants adultes, les impacts aussi que vous avez pu mesurer sur leurs études, leur orientation et aussi sur leur construction identitaire, et puis quel regard aussi vous portez sur les différents dispositifs qui sont en cours et comment ils pourraient être développés. Oui, merci beaucoup, Morgane. Donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tenais quand même à vous remercier et puis à remercier le collectif, Je t'aide pour, son invitation et puis surtout pour avoir sollicité l'expertise de notre équipe de recherche, GED, donc de la recherche sur les jeunes aidants que, je représente aujourd'hui. Donc juste très rapidement pour rappeler, le contexte et pour vous expliquer un peu ce que c'est le collectif, l'équipe GED, pardon. Donc c'est, une équipe de recherche qui a été créée en 2017 à, l'initiative de 2 de mes collègues, de l'université Paris-Cité, donc la professeure Aurélien Tasse et le docteur, Géraldine Dorard, qui sont, 2 de mes collègues. Et cette équipe de recherche a vraiment, pour objectif de faire avancer la recherche sur les jeunes aidants, parce qu'il y a quelques années, on a fait le constat que, finalement la France était quand même un petit peu, en retard en comparaison avec, d'autres pays, et qu'on découvrait, très récemment ce que c'était un jeune aidant. Donc vous l'avez, très, très bien, expliqué, mais donc voilà, des jeunes aidants, c'est finalement au même titre que les adultes, c'est, des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes qui, peuvent aussi avoir des responsabilités importantes et soutenir un proche malade ou en situation de handicap. Et même si, c'est encore compliqué dans l'imaginaire collectif de les considérer comme aidants, malheureusement, c'est, bel et bien le cas. Et donc je suis vraiment ravie de voir que, toute une partie de votre plaidoyer est centrée sur la question des jeunes aidants, parce que, enfin voilà, en fait, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais les jeunes aidants aujourd'hui, on en parle de plus en plus et ils sont, de plus en plus visibles dans les médias aujourd'hui. Mais dans la réalité, finalement, ils sont encore, trop souvent, invisibles, pas assez, connus et surtout reconnus comme tels. Parce que, voilà, on oublie souvent que, les retentissements, d'une maladie, d'un handicap ou, d'une perte d'autonomie, ça impacte, toute la famille, enfants compris, et pas uniquement que les adultes, et que finalement, tout le monde doit faire face, aux bouleversements, induits par le problème de santé, et qu'en fait, tout le monde, met à contribution, son aide, et tout le monde aide le proche en difficulté. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans ce plaidoyer, 2023, et pour lequel il est extrêmement important, c'est que vraiment, il met en lumière des choses que nous, on étudie aussi. C'est, une difficulté qui est vraiment rencontrée, par tous, mais aussi et surtout par les plus jeunes. C'est vraiment cette articulation entre les différents rôles, entre les différents temps de vie, qu'il est vraiment important de pouvoir prendre en considération. Parce que, vous le soulignez très bien dans votre plaidoyer, mais ces jeunes, finalement, ils doivent, jongler entre, à la fois leur vie, personnelle, à la fois leur vie, familiale. Parce que, faut pas oublier que c'est des enfants ou des adolescents avant tout, qui sont, en plein développement, que ça soit, cognitif, que ça soit émotionnel, que ça soit social. Donc, être aidant et devoir s'occuper avec des tâches qui sont, parfois lourdes d'un proche au sein, de sa famille ou de son foyer, voilà, on sait que ça a des impacts qui sont, pas négligeables sur cette vie-là. Ils doivent aussi jongler, donc en dehors de cette vie personnelle et familiale, avec leur rôle d'écolier, avec leur rôle d'étudiant. Certains, doivent aussi avoir un petit job, un petit boulot étudiant à côté, soit pour subvenir à leurs propres besoins, soit aussi pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc ça fait déjà 3 casquettes, et en plus de ça, on rajoute cette casquette, d'aidants, donc qui peuvent avoir, dès le matin en se réveillant, et puis, le soir en rentrant de l'école, en rentrant du collège ou de l'université, voire même, tout au long de la journée, parce que certains y pensent constamment, et puis d'autres, loupent aussi l'école des fois, dans certaines situations, pour justement pouvoir s'occuper de leurs proches. Donc ça, c'est des choses où finalement, quand on en discute avec les professionnels, ils en ont pas forcément conscience. Ils perçoivent, soit, un enfant qui est confronté à la maladie d'un proche, soit, un écolier, soit, un jeune qui a un job étudiant. On les imagine pas, on n'imagine pas tout ce qui peut se passer à la maison, parce qu'on vient pas un peu creuser ce qui se passe, au sein du foyer, alors que, finalement, ces jeunes sont bien présents et qu'ils ont, vraiment une multiple casquette. Donc évidemment, les conséquences d'une telle situation, elles sont quand même nombreuses. Ça impacte le développement de l'enfant, ça impacte la scolarité, ça impacte, leur bien-être, et je développerai un petit peu, tout à l'heure, juste après, les recherches que nous, on a pu mener, au sein de notre équipe de recherche. Mais, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment du mal encore aujourd'hui à les considérer, à les percevoir, comme des aidants. On les perçoit uniquement
dans l'angle de l'enfance ou de l'adolescence, hein, alors que pour autant, c'est une réalité. Donc, c'est vraiment important de pouvoir avoir conscience de tous ces aspects, de surtout pouvoir en avoir conscience pour les identifier et pour les repérer, et puis aussi à les aider, pour les aider à trouver un espèce d'équilibre entre ces différents rôles. Parce que, voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier que les enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain et que c'est extrêmement important de tout de suite les prendre en considération et les accompagner pour éviter des retentissements sur le long terme. Donc, voilà, ce plaidoyer est vraiment dans la continuité, je dirais, des avancées en faveur des jeunes aidants, et il insiste vraiment, il rajoute un peu une couche à la nécessité de poursuivre dans le sens, parce que depuis quelques années, on voit un intérêt grandissant envers cette population, que ça soit au niveau associatif avec notamment l'association nationale JAD qui, Jeunes Aidants Ensemble, qui continue de se développer et qui essaime les dispositifs artistiques répit au sein des différentes régions en France pour justement proposer du répit, du temps pour ces jeunes, ce qui est extrêmement important et qui est souligné dans votre plaidoyer, d'insister justement sur le répit pour garder l'enfance de ces jeunes, pour ne pas oublier que ce sont des enfants avant d'être des aidants. Il y a aussi des avancées au niveau des politiques publiques. Vous l'avez mentionné, hein, la fameuse stratégie nationale de mobilisation Agir pour les aidants, dont la seconde édition est censée avoir un volet spécifique sur les jeunes aidants, mais qui peine encore un peu à sortir. Nous, on l'attend avec impatience. Et puis, du coup, au niveau de la recherche, il y a notamment notre équipe de recherche GED qui... du coup, grâce à nos études, ont permis justement d'estimer une partie de la prévalence des jeunes aidants en France. Donc, à savoir, ce qui est indiqué dans votre plaidoyer, 14,3% chez les lycéens et 15,9% parmi les étudiants du supérieur. Donc, ce qui représente quand même une part non négligeable de la population, donc qui est bien au-dessus finalement quand on fait le calcul des 500 000 jeunes aidants estimés il y a quelques années. Et puis, du coup, ce que je disais tout à l'heure, en tant que psychologue, nous, on s'intéresse aussi aux répercussions de ce rôle sur le bien-être physique et psychologique de ces jeunes, avec le constat que ces jeunes, finalement, ils vont moins bien que les autres jeunes de leur âge, qu'ils témoignent d'une moins bonne qualité de vie, qu'ils ont une moins bonne santé mentale que les jeunes non aidants. Donc, on retrouve également un impact sur la scolarité, sur le devenir, tant scolaire que professionnel. Vous l'avez dit dans votre présentation, il y a vraiment des modifications et des choix d'orientation qui vont dépendre de leur situation. C'est des jeunes qui vont, par exemple, préférer entamer une formation professionnelle proche de chez eux, donc, par exemple dans le CFA du coin, plutôt que d'aller dans une grande université à l'autre bout de la France. Donc, on voit qu'il y a finalement des choix d'orientation qui diffèrent et qui vont aussi impacter leur futur et leur avenir. Sauf que finalement, malgré tous ces constats, on sait aussi que les jeunes, ils ne demandent pas forcément de l'aide et qu'ils ne parlent pas systématiquement de leur situation. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc ça témoigne aussi d'un manque de sensibilisation directement auprès de ces jeunes, de eux leur faire prendre conscience que ils peuvent avoir, oui, se passer des choses, en tout cas, qu'on pourrait qualifier d'anormales au sein des familles, et que c'est important qu'ils puissent demander de l'aide. Mais on sait aussi que finalement, ces jeunes, ils ne demandent pas de l'aide pour de multiples raisons. Donc, soit parce que dans un premier temps, ils en ont pas spécialement conscience, parce que, c'est ce que Sophie Audenat disait, c'est qu'ils ont, pour eux, c'est normal d'aider un membre de leur famille. Ça a toujours fait partie de leur vie, c'est leur quotidien, et donc, aider, c'est normal. Donc, ils prennent pas forcément conscience de l'anormalité des choses et de leur rôle d'aidant. Il y en a d'autres qui juste veulent pas en parler parce que, justement, ça les regarde. Ils veulent pas forcément que l'école ou que les professionnels s'intéressent à ce qui se passe au sein de la famille. Ils veulent aussi potentiellement que l'école reste un peu un lieu à part dans lequel ils sont considérés comme des écoliers, ce qui fait écho à ce que ma collègue disait juste avant, c'est que finalement, ils veulent être considérés comme un enfant parmi les autres et pas forcément comme un aidant, où certains aussi peuvent avoir peur d'en parler, qu'on les pointe du doigt, qu'on les stigmatise, et en particulier à l'école, que par exemple certains se posent la question du pourquoi le jeune est absent, ou pourquoi est-ce qu'il invite personne chez lui, pourquoi est-ce qu'il ne reste pas traîner après les cours avec ses copains, et que finalement il y ait des effets d'harcèlement scolaire et de stigmatisation derrière. Donc c'est assez, ça peut être pour certains assez tabou. Et puis, il y en a aussi d'autres qui nous disent qu'ils ont peur d'en parler à des professionnels, parce qu'ils ont peur qu'on les sépare de leur famille, notamment des professionnels qui pourraient faire appel aux services sociaux, et qu'on vienne un peu creuser, et que finalement, on place le jeune dans des institutions, dans des foyers, et qu'on les sépare de leurs parents.
Et puis, il y en a d'autres, et ça, c'est la majorité des cas, je dirais, c'est que il y en a certains qui ne savent pas à qui en parler, qui en éprouvent le besoin, mais pour autant, qui ne savent pas qui solliciter, que ça soit juste pour une oreille attentive, mais aussi pour pouvoir solliciter de l'aide. Donc ça, c'est extrêmement important de justement pouvoir informer ces jeunes qu'ils peuvent en parler, que c'est OK et qu'ils peuvent aussi solliciter des accompagnements, qu'il y a des choses qui existent et qu'on peut les aider, que ça soit dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur scolarité. Donc, nous, c'est aussi face à ces constats et à la suite aussi de 2 études exploratoires qu'on a menées auprès des professionnels de l'éducation, visant justement à explorer leur niveau de connaissance, leur représentation et leur pratique aussi, en partenariat justement avec l'association nationale JADE et puis avec le soutien de la Direction générale de la cohésion sociale, on a construit un module de sensibilisation à titre expérimental, donc à destination des professionnels de l'éducation nationale dans 4 départements français, donc l'Essonne, le Val-de-Marne, l'Ariège et la Haute-Garonne, pour justement sensibiliser les enseignants, mais aussi le personnel administratif, donc les CPE, les chefs d'établissement, et puis le personnel médico-social, que ce soit infirmiers scolaires, médecins scolaires, psychologues, et puis assistants des services sociaux, à la jeune aidance pour que justement ils soient en mesure de les identifier, de pouvoir développer des accompagnements pour soutenir les jeunes dans leur scolarité. Et donc, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 330 professionnels qui ont été sensibilisés à ces questions, qui sont en mesure désormais, en tout cas, on l'espère, de mieux identifier les jeunes aidants au sein de leur établissement et puis de pouvoir justement proposer un accompagnement centré sur la scolarité pour justement permettre à ces jeunes de maintenir une bonne scolarité et puis de pouvoir se concentrer sur leur avenir et sur leur devenir. Donc voilà, maintenant, on souhaiterait bien évidemment que cette expérimentation ne soit plus une expérimentation et puis voilà, fasse vraiment partie d'un réel programme systématisé pour tous les professionnels et puis aussi de pouvoir l'étendre aux professionnels de la santé, aux professionnels du social. Et donc, c'est justement une des requêtes de ce plaidoyer, de former vraiment tous les professionnels à ces questions de l'aidance pour faciliter le repérage et l'orientation des aidants et quel que soit l'âge finalement. Donc voilà, de notre côté, on est ravis, on est totalement en phase avec ce plaidoyer qui, à mon sens, est plus qu'utile pour justement mettre en lumière cette population d'aidants, ces jeunes qui sont finalement insuffisamment reconnus et trop laissés dans l'ombre, alors que il est vraiment plus que nécessaire de les repérer, de montrer qu'on a conscience de leur existence, qu'ils peuvent en parler et surtout qu'ils ont la possibilité d'être épaulés, accompagnés s'ils en ressentent le besoin et si ils ont besoin de s'exprimer, et ce, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation et quel que soit leur milieu. Je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, merci vraiment pour ce plaidoyer. Je suis vraiment ravie de pouvoir témoigner sur ce sujet. Merci beaucoup, Pauline Justin, pour ces éléments et j'en profite pour inciter les personnes qui nous suivent à poser leurs questions ou leurs remarques dans le chat pour qu'on puisse effectivement, que les intervenantes puissent réagir aussi par rapport à des témoignages que vous pouvez vivre, des observations ou des questions tout simplement. Effectivement, donc ces jeunes aidants et ces jeunes aidants adultes, donc on l'a vu, s'insèrent plus ou moins facilement dans la vie professionnelle avec un certain nombre de contraintes qui peuvent se poursuivre jusqu'au moment de l'entrée dans la vie professionnelle, d'où l'idée effectivement d'entamer après ce deuxième gros pan de la vie qui est les danses et la vie professionnelle. Et pour ça, effectivement, j'invite donc Laurence Breton-Cueny, où vous avez effectivement à la fois 2 casquettes, directrice des ressources humaines du groupe AFNOR et vice-présidente de la NDRH. Quel regard donc est-ce que vous portez sur la question à la fois des salariés en situation d'aidance, mais aussi des employeurs? Est-ce que ce sont les mêmes problématiques qu'on a vues sur le sujet des jeunes aidants, la difficulté à en parler, la peur d'être stigmatisé, la difficulté à trouver des solutions? Qu'est-ce que vous voyez effectivement qui est mis en place pour accompagner ces collaborateurs? Quelles sont les limites aussi de ces accompagnements qui sont mis en place? Et puis, quelles seraient vos propositions? En tout cas, quelles pistes vous pourriez tracer pour mieux repérer et accompagner ces collaborateurs aidants? Bonjour à toutes et à tous. Merci Morgane. Moi, je reprendrai, avant de commencer mes propos, ce que disait Sophie Oudéna sur les inégalités sociales et genrées. J'irai au-delà. Je parlerai des inégalités en fonction de l'organisation dans laquelle on se trouve. Parce que les bonnes pratiques dont je vais vous parler ne sont pas légion. Je parlerai non seulement des entreprises privées, mais on peut parler des collectivités territoriales, de la fonction publique. Donc, on a vraiment des grandes inégalités. Et puis après, pour le suivi par rapport à Pauline Justin, eh bien, on va retrouver la même chose, la peur de la stigmatisation de certains salariés et puis des profils d'aidants fort différents.
Donc, pour commencer mes propos, je rappellerai que finalement, on travaille sur les danses depuis un moment, puisque la première fois qu'on a eu des prix entreprises et danse, ça date déjà de 2016, où vraiment on a eu la mise en avant des entreprises qui s'investissaient dans la question de les danses. Et ensuite, on a eu le Covid avec effectivement, rappelez-vous, dès 2020, la question de la vulnérabilité. Eh bien, comme vous faisiez partie des personnes dites vulnérables, vous aviez des aménagements de poste. Et dans les personnes dites vulnérables, nous avions aussi les aidants. Et à ce moment-là, il y a un phénomène qui est particulier qui a commencé, c'est-à-dire la transparence sur les vies personnelles. C'est-à-dire que là, finalement, on a commencé à avoir un livre ouvert sur les uns et les autres et c'en était fini finalement de cette protection de sa vie personnelle, les personnes finalement nous sollicitant pour avoir notre aide, pour être épaulées. Vous saviez, on avait effectivement la possibilité d'avoir un dispositif particulier pour que les personnes puissent être en activité partielle. Donc voilà, une grande porte ouverte. Maintenant, si je reprends un peu vos propos tout à l'heure, quand vous parliez, et en cela votre document est bien fait, vous parliez d'enjeux d'attractivité, de fidélité, enjeux de performance et bien-être, politique, SQVT. Moi, je vous dirais que la problématique, c'est qu'est-ce que les dons? Nous, notre façon de considérer les dons n'a absolument rien à voir par rapport au congé de proche aidant. Nous, les dons, c'est finalement quand une personne a besoin de nous pour concilier sa vie professionnelle et personnelle. Donc, ça peut être un temps court où j'ai besoin d'être à domicile pour le retour d'un proche, un temps long, j'ai un enfant en situation de handicap ou un proche, un parent à accompagner. Voilà, donc finalement, on se retrouve avec une forme différente qui ne rentre pas en fait dans la définition légale de l'aidant et parfois on leur dit que ce que nous avons, c'est finalement des politiques particulières. Si je veux parler un peu des bonnes pratiques, on pourrait dire qu'il y a souvent des cadres dans le cadre d'accords. Les accords sur les salariés aidants sont rares. En revanche, on va retrouver cette thématique soit dans nos accords égalité professionnelle et SQVT, soit dans nos accords seniors. Vous n'avez qu'à regarder les différents accords qui viennent d'être signés, si je prends Safran. Dans l'accord senior, vous avez effectivement la mention de pratiques et de spécificités pour les danses. Donc, je vais vous lister un petit peu ce que l'on retrouve qui concerne effectivement la conciliation des temps de vie. On va avoir le congé aidant avec le don de jour. Avec la problématique que le don de jour ne peut être que limité dans le temps. C'est-à-dire que le don de jour, il est fait quand vous avez fini d'utiliser tous vos congés et que vous avez besoin d'un accompagnement. Voilà, donc c'est vraiment, ça ne peut pas être au long cours. Ensuite, vous avez des pratiques de formation et de sensibilisation des managers, c'est-à-dire comment j'écoute la personne. Mais cela signifie deux choses. La première, vous avez une transparence, c'est-à-dire que vous avez donné votre situation, où vous avez été détecté. Parce que nous faisons beaucoup ce qu'on appelle la politique de détection des signaux faibles, c'est-à-dire quand une personne change, c'est-à-dire elle va plus manger avec les autres, elle a des horaires décalés, et tout ça nous permet d'avoir une remontée où on peut soit effectivement revenir vers nous au niveau de la DRH, soit aller vers un service médical. Moi, je suis une DRH heureuse, hein, j'ai le service médical, assistante sociale, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. On a aussi, et là vous en parliez fort justement Justine, la question de la connaissance vers qui se tourner, que ce soit assistante sociale, plateforme, ligne téléphonique. Souvent, il existe finalement pléthore de services qui ne sont pas utilisés aujourd'hui, et je ne parle pas de ceux qui dépendent de notre prévoyance. Alors, je rappelle un petit peu la différence. Quand vous avez une mutuelle qui est là pour vous accompagner effectivement dans les remboursements, la prévoyance, c'est ce qui caractérise quand vous avez des arrêts maladie, qui a le décès et qui a finalement un certain nombre de formes d'accompagnement. Et dans certaines prévoyances, nous avons des dispositifs pour les aidants. Nous avons également, et j'en entendais parler tout à l'heure, du télétravail, du travail à distance. Mais je rappelle aussi que si nous l'acceptons, c'est pour l'accompagner, mais il faut que la personne puisse travailler. Le travail à distance signifie travail, ne signifie pas que finalement on va mettre la personne en risque puisqu'elle ne pourra pas cumuler ces deux vies, personnelle et professionnelle.
Mais surtout, j'ai entendu le terme tout à l'heure de santé. Je vous renverrai sur, moi, je suis très Québec, sur une étude québécoise qui a eu lieu à partir de 2009 à 2012, qui s'appelle l'étude Salvéo, qui parlait de la déprime, la dépression et l'épuisement, et parlait des facteurs de protection et des facteurs de stress. Et de risque. On sait bien qu'effectivement, quand on a des problématiques de vie personnelle, ça représente un stress fort en termes de déprime, voire d'épuisement. Et comment se protéger? Bien, comment se protéger, c'est toutes nos politiques SQVT de prévention primaire, c'est-à-dire que quand on fait un renforcement sur la santé, sur les saines habitudes de vie, eh bien, quand vous êtes plus fort, cela va mieux, sinon on a plus de risque d'absentéisme. Et puis aussi, la question du collectif de travail et du soutien. Vous l'avez dit fort justement, la problématique, c'est qu'on ne peut pas aider si on ne connaît pas la problématique de la personne. Et le soutien social a une limite. On est là aussi pour accompagner la personne à trouver des solutions. Ce que l'on voit, et je peux en témoigner puisqu'on en a régulièrement, c'est des personnes qui s'épuisent. Elles s'épuisent pour leurs aidants qui habitent loin, parce qu'il y a aussi cette question de distance, et négligent leur propre vie personnelle. Parce qu'elles ne font pas appel à des tiers, parce qu'il y a aussi toute une pression certainement sociale qui les oblige à faire elles-mêmes alors qu'elles pourraient déléguer des tâches. Donc voilà, on est là aussi pour mettre en perspective et nous sommes vraiment un élément important. Mais je suis d'accord avec vous, il faut bien le rappeler, la santé, c'est le bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en absence de maladie ou de handicap et donc on est là pour accompagner. Donc voilà, merci pour le document que vous avez fait qui est très intéressant, mais rappelons-le, il y a une co-responsabilité, on ne peut aider que les personnes qui ont envie également d'être aidées et tous les employeurs ne sont pas encore prêts, mais en tout cas, on a fait énormément de progrès depuis ces dernières années et puis finalement, ça peut être aussi un critère de choix pour venir à un moment où on a des problèmes d'attractivité, de rétention des talents, puisque la force d'une entreprise, on la voit dans les difficultés, pas quand on est jeune et en bonne santé et sans problème. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurence Breton-Cuny pour ces éléments. Merci aussi pour vos questions qu'on prend au fur et à mesure et qu'on donnera à l'ensemble des intervenantes au moment des échanges. Je vais maintenant laisser la parole donc, à Véronique Minck, qui est jeune retraitée et aidante et qui a participé à la journée de travail dédiée à la construction du plaidoyer du collectif Je t'aide. Donc, Véronique, effectivement, sur ce temps de vie de la retraite, on l'a dit, il y a à la fois les questions financières qui interviennent, mais aussi des questions de temps, des impacts sur différents éléments, que ce soit le temps social, mais aussi, on en a parlé à l'instant, les questions de santé. Quel regard vous portez sur ce temps de la vie et peut-être aussi quel retour d'expérience aussi par rapport à une vie professionnelle, vous l'avez dit aussi en introduction, en collectivité, qui change peut-être aussi la façon dont c'est perçu par rapport aux entreprises privées. Et puis, dernière question, quelles seraient les propositions, ou en tout cas les pistes que vous souhaiteriez voir développer? Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je suis vraiment jeune retraitée, c'est-à-dire qu'en réalité, j'y suis au 1er juillet prochain. Je dirais en introduction que j'ai la chance de pouvoir prendre ma retraite à 62 ans aujourd'hui. Ça me fait rebondir sur le fait que l'allongement du temps travaillé fait pour les aidants est aussi source quelquefois de difficultés en termes de santé, que ça soit physique ou psychologique. Et donc, quand on est aidant, ça ne va pas forcément aller en s'améliorant. Et quand en plus on est aidante, parce que c'est vrai que la différence homme-femme, comme on l'a montré à la fois sur les nombres d'aidantes par rapport au nombre d'aidants, est important, et sur la vie professionnelle des aidantes est aussi importante. C'est vrai que cet allongement donc, ne va pas forcément aller de pair avec une facilitation de l'aidance au moment de la retraite, pour deux raisons, à la fois de santé, parce qu'en vieillissant, même si effectivement j'ai la chance de prendre ma retraite à 62 ans, je vois aussi que la période d'aidance que j'ai eue en tant que professionnelle et aidante de ma mère a eu un impact
forcément sur ma santé. Quand je dis à la fois psychique, parce que voir ses proches se dégrader a forcément une incidence psychique. Alors quand on est jeune aidant, c'est encore autre chose, mais tout au long de sa vie, c'est compliqué. Et puis des conséquences physiques, puisque aider quelqu'un, c'est parfois être obligé de l'aider physiquement à faire sa toilette, à faire des gestes répétitifs qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on ne fait pas forcément comme des professionnels formés. Et donc, forcément, ça a un impact physique. Donc, c'est vrai que je pense qu'au moment du départ en retraite, on se met à souffler, à vouloir se dire que ça va être du temps pour soi. Malheureusement, souvent, il y a aussi le regard des autres qui fait que au moment où on prend sa retraite, les autres se disent « elle a plus de temps pour s'occuper de la personne aidée ». Et donc, si on a plus de temps, on peut solliciter plus la personne. Or, je pense que c'est aussi un moment où on doit prendre du temps pour soi, à la fois pour faire des choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire au moment où on était professionnel. Et puis, de prendre du temps pour soi, c'est aussi aider mieux l'autre. Et donc, forcément, c'est vrai que ça a une incidence même dans ces questionnements personnels. Je dis ça, c'est que j'ai été confrontée dernièrement à me dire quel temps je prenais pour ma mère. J'ai plus de temps, mais comment je vais l'aider, comment je vais l'aider mieux, tout en préservant du temps pour moi et du temps pour faire d'autres choses et continuer à avoir du lien social. Parce que c'est vrai qu'on l'a montré tout à l'heure, notamment pour les jeunes aidants, c'est difficile d'avoir du lien social. Mais quand on est à la retraite, avoir du lien social, c'est aussi complexe. C'est-à-dire qu'on se coupe de son milieu de travail. Donc, on a aussi des réflexes à se dire on va s'isoler. Et donc, conserver à la fois du lien social tout en aidant sa famille, tout en aidant l'aider, qu'il soit jeune ou vieux, a aussi une incidence sur sa vie personnelle. Donc ça, c'était pour la partie, je dirais, plus santé et psychique, et tous les questionnements que l'on peut avoir quand on prend sa retraite, que l'on n'a pas forcément en tête quand on est au travail. On se l'interroge dans un temps très court, au moment du déclenchement de cette réflexion de prise de retraite. Ensuite, il y a la réalité effectivement financière. Déjà, quand on part en retraite, on a une perte de finances, d'argent. C'est le principe même de la prise de retraite. Mais quand on se trouve avoir aidé quelqu'un et qu'on a pris des temps partiels, et bien forcément, ça a une incidence sur les trimestres, sur le taux de cotisation, même si aujourd'hui, il existe des principes de pouvoir, quand on est à temps partiel, avoir des cotisations à taux plein pour pouvoir conserver une partie de sa retraite à taux plein. Ces dispositifs sont souvent méconnus et de plus, ils durent sur un temps réduit. C'est-à-dire que je pense notamment si des femmes qui travailleraient à temps partiel toute leur vie pour accompagner un enfant porteur de handicap, puis un jeune adulte porteur de handicap, ces cotisations à 100%, c'est peu de temps. Voilà. C'est l'équivalent de 12 trimestres dans une vie professionnelle, ce qui est court. Ensuite, c'est vrai que les dispositifs de vie hachée, donc aussi une vie professionnelle hachée, ont aussi une incidence sur les revenus. Et donc, quand on se retrouve avec une baisse de revenus, on se pose la question de savoir comment on va mieux aider la personne tout en vivant sa vie
personnel et en ayant des revenus moindres. Donc, c'est vrai que c'est une source aussi d'anxiété pour toutes les personnes retraitées, mais pour ceux qui aident, ça a une anxiété supplémentaire qui a forcément une incidence aussi sur leur santé. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais aborder. Et c'est vrai aussi que, vous l'avez précisé, Morgane, sur les trimestres possibles quand on est à temps partiel, les conditions sont très strictes. Moi, je me suis renseignée. Moi, j'aide donc ma mère qui a 99 ans, qui depuis un an est placée, que l'on a placée dans un EHPAD au vu de sa pathologie. Mais donc, tout le temps que j'ai passé en temps partiel, je ne peux pas le valoriser par des trimestres supplémentaires parce que je ne rentre pas dans les clous. Je ne suis pas une aidante comme il est indiqué dans la possibilité d'avoir des trimestres supplémentaires. Donc ça, c'est aussi une charge pour la personne aidante pour sa vie future. Au-delà de ça aussi, on peut devenir aidant quand on est déjà retraité. C'est-à-dire quand on est, comme vous l'avez précisé, il y a une bonne partie des aidants qui ont plus de 75 ans. Quand on a plus de 75 ans, ça veut dire qu'on a pour certains, ils ont découvert l'aidance à plus de 75 ans avec leur conjoint ou avec une personne qu'ils ont aidée. Et cette fatigue physique existe également, mais en plus, on n'a pas forcément la connaissance des droits que l'on peut avoir en tant qu'aidant à cette période de la vie, parce qu'on n'en a pas eu besoin jusqu'à présent. Et donc, on se dit que finalement, on n'a pas forcément besoin d'aide supplémentaire, puisque jusque-là, on s'en est sorti comme il fallait. Alors que les aides existent, mais elles sont méconnues de cette partie-là de la population, il me semble. Et enfin, pour clore mon propos, je pense qu'il est possible de trouver des solutions pour déployer les informations sur les aides. Je pense que à la fois au moment de la vie professionnelle, je pense que les RH et la médecine du travail doivent être en mesure de pouvoir au moins accompagner vers les solutions, les dispositifs existants, leur connaissance, pas forcément leur… après, chacun, effectivement, en fonction de ce qu'il est, va vouloir mettre en place des aides ou pas. Mais au moins que tout le monde ait cette connaissance. Et donc, je pense que ça peut faire partie des obligations qu'ont les RH de donner ce type d'informations, que la personne soit aidante ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on y arrive peut-être un jour, et donc il faut que ça soit plus généralisé. Ensuite, pour prendre un peu plus de temps, donc maintenant que je suis en presque retraite, je regarde souvent la télévision sur France 3 et j'ai vu qu'il se développait aussi des propositions de services ou d'aides qui se déplacent chez les gens. Et je dis ça, c'est parce qu'il y a aussi une inégalité entre la ville et la ruralité. C'est-à-dire qu'en ville, on a un peu plus de proximité avec certains services. Or, quand on est dans la ruralité, si on n'a pas de moyens de locomotion ou autre, on n'a pas de possibilité de connaître ses droits ou d'avoir du répit. Et donc là, je pense que des solutions mobiles, comme ça se développe, seraient intéressantes à renforcer. Voilà. Merci beaucoup Véronique Minck et merci beaucoup à toutes les quatre. On va pouvoir passer à la question, aux différents échanges et questions qu'il y a en ce moment dans le chat. Donc dans le désordre peut-être sur filer la question des dispositifs
présents en entreprise. Donc peut-être, si vous souhaitez réagir Laurence, ou les autres intervenantes. Donc une question de Delphine Pachou: est-il envisagé, ou en tout cas quel regard vous portez sur la question de l'allongement du congé maternité pour les futures mamans qui attendent un enfant et qui ont déjà un enfant en situation de handicap? Effectivement, le parallèle est fait que le congé maternité est allongé dès le troisième enfant, mais rien n'est prévu dans le cadre où un aidant d'un premier enfant en situation de handicap. Pour filer aussi la métaphore du congé maternité aussi, on a proposé dans le plaidoyer voilà, aujourd'hui, une femme qui revient de congé maternité ne peut pas être licenciée. Comment aussi on pourrait imaginer que la question des congés de proches aidants, ou quelqu'un qui part en congé de proches aidants, ait une protection particulière à ce sujet-là? Quel regard vous portez aussi sur les dispositifs de parentalité qui ont été mis en œuvre? On voit aussi des parallèles qui sont faits avec les dispositifs d'aidants. Quel regard vous portez peut-être sur cette question-là? Alors, je vais peut-être prendre la question du dispositif de don de jour, hein. Donc, je sais pas, je vois, Delphine, que vous avez posé cette question. Il faut savoir que dans mon entreprise, on a un accord de dispositif de don de jour aidant, mais en fait, l'appel au jour est fait que dans des cas particuliers. Parce que toutes les entreprises qui, par le passé, ont mis en place des accords de don de jour aidant et ont ouvert au don de jour, se retrouvent avec un nombre de jours à gérer à côté. Donc, par exemple, chez nous, on a choisi effectivement de faire l'appel au don de jour uniquement quand il y a des dossiers anonymes qui sont montés, pour la simple raison de ne pas avoir des provisions de jours comme c'est le cas. Donc, il faut juste voir si c'est le cas dans votre organisation, auquel cas, effectivement, c'est très simple, hein. On dispose, maintenant, on est obligé de mettre nos accords dans une plateforme, donc on a tous nos accords. Et donc, c'est mieux de mettre en place un dispositif d'appel que dans des cas particuliers. On a vu finalement dans les entreprises qui ont plein de jours et qui ne les ont pas distribués. Donc, ça ne veut pas dire que, alors je ne sais pas s'ils ont signé l'accord ou pas, mais en principe, quand vous vous actez dans le cadre des NAO, vous êtes amené à devoir le faire. Donc, c'est peut-être une question de temps, et c'est pas une question d'outils de poser congé, puisque dans des cas particuliers, ça ne passe pas, ça ne passe jamais par des outils. Vous ne pouvez pas faire une demande, voilà, c'est des choses dérogatoires. Donc, l'outil ne peut être la réponse, en tout cas, qu'on vous a faite. L'outil est un moyen, ce n'est pas un but en soi. Merci beaucoup, Laurence, pour cette réponse sur la question des dons de jour. Sur la question peut-être du congé maternité, se dire que voilà, au bout du troisième enfant, l'allongement du congé maternité est prévu, et que c'est pas forcément le cas quand quand un membre de la famille est en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Quel regard vous portez sur peut-être voilà, plus globalement l'élargissement? Alors, On a beaucoup parlé de comment élargir le congé de proche aidant. C'est des choses qui reviennent assez souvent, et peut-être aussi Sophie, ce que ça vous évoque aussi sur voilà, l'articulation des temps de vie, peut-être aussi plus difficile pour les femmes qui, dans la question des fratries, de se dire que effectivement l'arrivée d'un enfant, ou en tout cas d'avoir plusieurs enfants, dont un qui est en situation de perte d'autonomie ou de handicap, peut venir compliquer ces temps de vie-là. alors la première question. Pardon. Moi, je vais juste répondre sur la question des congés de proches aidants. C'est tellement rare, euh, c'est tellement compliqué de rentrer dans les cases, et c'est si peu rémunéré qu'en fait, la question que vous posez d'une protection, je ne sais même pas si elle se pose. Je sais pas, je crois que très peu de personnes l'utilisent. Donc voilà. Après, il faut quand même rappeler que ce soit les organisations, entreprises et autres, on ne doit pas se suppléer au pouvoir public. C'est-à-dire qu'on peut avoir des responsabilités puisqu'on est très RSE, mais en même temps, voilà, il faut aussi voir. Et d'ailleurs, ce serait pas bon qu'on y supplée, parce que ça voudrait dire qu'on aura encore plus d'inégalités entre ceux qui peuvent effectivement être dans une entreprise qui accompagne et les autres. Donc, il y a quand même des dispositifs. Après, il y a une chose qui est vraie, rappelez-vous, hein, ça fait peu de temps maintenant que le congé maternité rentre dans les cotisations retraite. Rappelez-vous, hein, c'est très récent. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de DRH, eh bien, le congé maternité n'était pas pris en compte. Donc, on veut dire que les avancées sont encore récentes. En revanche, il faudrait pouvoir avoir cette option que nous avons maintenant dans les seniors en fin de carrière,
qui est de dire je peux être en temps partiel et bénéficier d'une cotisation retraite à taux plein. Donc là, je pense que ça pourrait être bien, parce qu'effectivement, nous, on donne cette partie, le salarié donne la sienne, mais bon, il faudra un cadre. Mais je pense que ça pourrait être une bonne idée, puisque pour moi, il faut un lien social et l'intérêt, c'est de pouvoir rester dans l'entreprise. En revanche, effectivement, il faudra un aménagement. Donc, je pense qu'il faut mettre un peu l'imagination pour voir et essayer d'aller au-delà du congé proche aidant qui est trop restrictif à mon sens. Merci beaucoup, Laurence, sur effectivement ces précisions sur ces différents dispositifs, comme vous le dites, assez restrictifs et qui nécessitent d'être d'abord déployés avant aussi, peut-être, ou en tout cas d'être revus pour être aussi déployés. Sophie, peut-être sur la question voilà, du cumul, notamment peut-être plus spécifiquement de la question de la maternité, mais je souhaitais effectivement vous faire rebondir sur ce qui a pu être dit aussi sur le fait, vous l'avez dit en introduction, que l'aidant, c'est encore perçu comme le prolongement du domestique. Ça a été dit de la part de Véronique, cette forme de pression sociale, ce regard des autres qui pousse en fait les aidants peut-être à en faire plus que ce qu'ils aimeraient aussi, faute de solutions. Peut-être aussi cette pression sociale et ce regard des autres peut-être plus fort chez les femmes. Quel regard aussi vous portez voilà, au regard de toutes ces interventions qui ont pu avoir lieu sur cette question-là? Oui, merci Morgane. Effectivement, sur la pression sociale, sur le rôle que devraient investir prioritairement les femmes dans ce rôle d'aidant, on le voit, hein, ça traverse toute la vie du jeune âge et du coup, j'en profite pour rebondir sur la question sur l'allongement du congé maternité. Je dirais surtout pas désigner comme ça, parce que allonger le congé maternité parce qu'on a un enfant dans la fratrie qui est déjà en situation de handicap, ou ce serait désigner la mère qui est déjà enceinte comme devant encore cumuler ce rôle de s'arrêter plus précocement pour aider son enfant, c'est dans la désignation, hein, parce que dans les faits, effectivement, on sait que c'est souvent les mères qui vont plus souvent être présentes, mais plutôt un congé autour de la périnatalité et tout ce qu'il y a autour selon les conditions de vie, selon la situation sociale, mais qui soit à destination des deux parents, et surtout pas stigmatiser les mères comme la personne qui doit absolument s'arrêter plus tôt parce que, comme Véronique l'a dit, hein, ça a une incidence après sur les cotisations de retraite, tous ces temps où on va s'arrêter. Et surtout, on l'a vu concernant d'autres allocations, enfin d'autres prestations familiales à destination des femmes, par exemple, la prestation partagée d'éducation, hein, où ce sont souvent les femmes qui vont en bénéficier. Et on sait qu'une femme qui s'arrête, plus elle s'arrête longtemps de travailler, elle s'éloigne du marché du travail, plus elle aura de difficultés à revenir sur ce marché du travail. Donc, dans les mesures, il faut les penser beaucoup plus globalement par rapport à l'économie générale de la famille, par rapport à toutes ces questions d'inégalité sur le marché du travail, d'inégalité de répartition des tâches d'éducation, des tâches domestiques, pour que ce ne soit pas les femmes qui soient désignées par défaut, mais que ce soit les deux membres du couple. Et effectivement, on le voit hein, dans toutes les interventions, tous les témoignages, hein, c'est que cette inégale répartition entre les hommes et les femmes fait aussi que sur la retraite, donc ça commence tout jeune, mais l'incidence, elle va se cumuler tout au long de la vie, et qu'en termes de retraite, effectivement, si on a été à temps partiel pendant plusieurs périodes de sa vie, que ce soit pour garder les enfants, que ce soit pour s'occuper d'un proche aidant, le montant de la retraite, qui est déjà inférieur, hein, le montant de la retraite des femmes est déjà inférieur au montant de retraite des hommes, va être impacté par ces périodes de retrait de l'activité professionnelle. Et ce qu'a évoqué Véronique Munk concernant le montant de la retraite, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que souvent ce n'est pas quantifié, mais aider un proche, ça a aussi un coût financier qui n'est pas quantifié, parce que on va faire des courses, on va faire des kilomètres, on va aller peut-être pour certains à l'autre bout de la France pour s'occuper de son
par an qui est âgé. Et donc, si on a une retraite vraiment très, très modeste, ce sont autant de coûts qui vont se cumuler. Et effectivement, c'est des choses aussi à envisager vraiment globalement sur toute la période de vie. Et depuis les jeunes aidants qui, eux aussi, vont choisir des orientations professionnelles pour arriver à concilier leur rôle d'aidant et qui parfois vont avoir des ambitions un peu moindres parce qu'on va aller dans l'université qui est à côté de chez soi, parce que... donc, c'est vraiment une problématique qu'ils vont envisager d'un point de vue général. Voilà, c'est juste ce que j'avais envie de dire. Et donc, c'est surtout pas allonger le congé maternité, pas dans ces termes-là. Merci beaucoup, Sophie Audenat. Peut-être Pauline Justin, on n'a pas forcément développé ce point sur la question de l'orientation. Donc, de ce qu'on a compris, c'est qu'aussi les recherches sur les jeunes aidants montrent une proportion de jeunes femmes aidantes plus forte que la moyenne nationale. Donc, peut-être, est-ce que vous pouvez dire un mot sur cette différence constatée? Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Et on a vu dans les différents travaux que le choix d'orientation et peut-être voilà, l'impact aussi sur la vie professionnelle, un choix qui se porte pour les jeunes aidants, peut-être plus sur les carrières du soin médico-social, qui sont des professions déjà très féminisées et aussi soit précaires, soit où l'articulation des temps de vie est difficile avec des horaires compliqués. On a fait un encart sur le plaidoyer à ce sujet. Peut-être voilà, si vous souhaitez réagir sur ces questions-là de choix d'orientation peut-être plus genrée ou même du question des garçons, mais quel impact ça peut avoir dans le choix des métiers qui a aussi des répercussions, on l'a dit, sur les différents temps de vie. Oui, bien sûr. Bon, je pense que Sophie Audenat, en tant que sociologue, parlera beaucoup mieux que moi des inégalités de genre, mais c'est vrai que c'est des choses que nous aussi, on retrouve du côté des jeunes aidants, où en effet, en tout cas dans les études qu'on a pu mener au niveau des prévalences, on a beaucoup plus de filles aidantes, donc de jeunes aidantes que de garçons, en tout cas, qui le mentionnent et qui le conscientisent. Donc ça, voilà, on n'a pas particulièrement d'explication en dehors de, je pense, l'attribution déjà sociale du rôle d'aidant, du care, du prendre soin de l'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qu'on constate. Après, la littérature internationale va beaucoup plus loin que les données qu'on a pu retrouver en France. En revanche, nous, en tout cas dans les études qu'on a pu mener dans les lycées et notamment dans les universités, ce qu'on remarque, c'est que en effet, il y a plus de filles que de garçons, mais on remarque surtout qu'il y a des différences en termes d'aide apportée où, par exemple, on retrouve que les garçons apportent beaucoup plus tout ce qui va être en lien avec le management de la famille, alors que les filles vont beaucoup plus être amenées à tout ce qui va être tâches domestiques, à tout ce qui va être tâches de soins, enfin tout ce qui va être relatif au personnel et à l'intime. Mais voilà, je pense que dans la conscience collective, on reste encore sur des tâches qui sont très genrées et qui se retrouvent finalement déjà chez les plus jeunes. Après, pour ce qui concerne l'orientation professionnelle, ça a été un résultat assez intéressant qu'on a pu retrouver. Et c'est vrai que quand on compare les résultats, donc, on a mené une étude donc, qui s'intitule Campus Care, donc dans les différentes universités et études supérieures pour justement avoir une prévalence du nombre de jeunes adultes aidants. Et quand on compare les filières professionnelles, que ce soit les sciences humaines et sociales, la santé, le droit ou autre, on retrouve beaucoup plus de jeunes aidants dans les filières de santé. Donc, et finalement, ce qu'on retrouve, c'est que les jeunes, finalement, consciemment ou inconsciemment, ça on ne le sait pas, mais décident de s'orienter dans des filières plutôt sociales et plutôt de la santé une fois qu'ils sont amenés à aider. Donc, s'ils sont aidants, ils ont plutôt tendance à se tourner vers ce métier-là. Donc, voilà, étant donné que c'était vraiment une enquête, on n'en sait pas plus sur les motivations de ces étudiants, mais on peut supposer que c'est peut-être pour leur donner davantage de stratégies, pour savoir comment mieux aider leurs proches. Typiquement, on remarque dans nos études que les jeunes adultes aidants qui prennent en charge des patients atteints de maladies somatiques vont plutôt s'orienter dans des filières médicales type médecine ou infirmière, enfin santé, soins infirmiers. Alors que des jeunes adultes aidants qui vont plutôt
qui vont plutôt prendre en charge une personne atteinte de handicap vont plutôt s'orienter dans des filières sociales et pas forcément médecine. Donc voilà, on peut imaginer plein de choses, mais on peut supposer aussi que c'est peut-être pour leur donner davantage de filon, davantage ou alors mettre du sens aussi sur, tout à l'heure on parlait de compétences, c'est peut-être aussi ça qu'ils ont acquis des compétences, qui veulent pouvoir avoir un diplôme finalement officiel derrière. Merci beaucoup, à toutes les 4. Est-ce que vous souhaitiez, peut-être un mot de la fin, rebondir sur ce qui a été dit ou ajouter une précision, avant que je puisse conclure? Moi, peut-être juste pour rebondir sur ce que Pauline Justin vient de dire, sur le choix d'orientation, c'est que la boucle est bouclée parce que, y compris quand les personnes sont des aidantes plutôt de personnes âgées dépendantes, on retrouve la même chose, à savoir qu'en fonction de la profession, la personne va être désignée comme l'aidant principal parce que elle travaille dans le milieu social, dans le milieu médical, dans le soin. Parfois, c'est très éloigné, hein, ça peut être quelqu'un qui est diététicienne et qui va être désignée comme aidant principal parce qu'elle a travaillé à l'hôpital. Mais du coup, hop, on la redésigne et donc on voit bien que sur les parcours de vie, c'est quelque chose qui est très prégnant. Voilà, c'est tout. Et je tenais juste encore à vous remercier. Merci beaucoup, à toutes, les 4. Effectivement, une dernière, question qui a été posée sur les inégalités ruralité et ville. Qu'en est-il de l'accompagnement des proches aidants dans les zones rurales et déserts médicaux? La problématique des transports, effectivement, je ne sais pas s'il y a plus à dire du fait que, il y a des inégalités territoriales. Ça fait partie, de la liste, qu'on a citée en fonction de l'âge, du genre, de la catégorie socio-professionnelle, du type d'organisation dans laquelle on travaille. C'est vrai que le lieu de vie va avoir un impact sur, le nombre de dispositifs, accessibles en fonction de la densité. En tout cas, ces dispositifs, mobiles, comme vous l'avez cité Véronique, se développent, même si, ils ne couvrent pas l'ensemble du territoire et que, même les choses en visio, conférence, ne permettent pas non plus de toucher tout un type de population qui, n'a pas accès aux outils numériques. Donc il y a une vraie articulation à trouver aussi, sur ces dispositifs, là. Pour conclure, donc à nouveau, un grand merci, à toutes les 4 d'être intervenues, d'avoir apporté votre expertise, et votre éclairage sur, les différents points, de ce plaidoyer, 2023. Les prochains rendez-vous du collectif Je t'aide, c'est déjà que dans les prochains jours, le plaidoyer, va sortir et sera disponible en téléchargement, sur le site internet du collectif, Je t'aide. Si vous êtes, plus une structure, donc notre appel à projet, le prix Initiative Aidant est ouvert jusqu'au 7 juillet. Donc, si vous êtes une structure, que ce soit une association, un lieu de soins, une fondation, une entreprise et que vous portez des projets à destination, des aidants, vous pouvez postuler dans les 5 catégories et il y aura donc 5 lauréats désignés, avec, voilà, un jury entièrement composé d'aidants. Nous préparons, et donc vous préparez aussi, déjà la mobilisation autour de la Journée nationale des aidants qui a lieu le 6 octobre prochain et le collectif Je t'aide donc met à disposition des outils pour toutes les structures qui souhaitent s'engager, à la fois des outils de communication, mais aussi des idées d'action et on est là, aussi pour vous accompagner, vous aider, à rendre visibles les actions que vous pouvez, mener. Et puis, le collectif Je t'aide vous donne rendez-vous, précisément le vendredi, 6 octobre puisqu'il organise, encore une fois son événement, annuel et ça sera, au CESE à Paris avec, voilà, la remise du prix Initiative Aidant, un ensemble de tables rondes et de conférences pour échanger, sur ces différents, sujets. Je vous remercie, à toutes, et à tous et je vous souhaite une très bonne journée.